Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette réédition du webinaire sur le dernier jour de travail. Donc, on vous partage aujourd'hui ce qui a changé depuis l'année dernière et on revoit ensemble les principaux cas de figure que vous rencontrez dans la gestion de vos arrêts de travail. Donc, vous l'avez compris, on va parler attestation de salaire sur Net Entreprise et des signalements d'arrêt de travail en DSN. Donc, je co-anime ce webinaire aujourd'hui avec mes collègues Christelle et Bader. Bonjour Christelle. Bonjour Karima, bonjour Bader, bonjour à tous. Bonjour Bader. Bonjour Karima, bonjour Christelle, bonjour à tous. Oui, désolé, je vous disais qu'en fait, ce webinaire va se dérouler sur un temps grand maximum d'une heure. Donc, les 20 premières minutes qu'on consacre à vous commenter le support avec mon collègue Bader et le reste du temps sera consacré à répondre aux questions que vous nous aurez posées sur la rubrique questions-réponses. Alors attention, soyez vigilants, pas sur la rubrique discussion. Cette rubrique, on se la garde pour vous mettre dessus des informations qui seraient susceptibles de vous intéresser ainsi que des liens qui vous redirigeront éventuellement vers la réglementation. Voilà, écoutez, on vous fera parvenir comme d'habitude le support de présentation ainsi que la liste des questions-réponses dans quelques jours accompagné du lien du replay. Donc, je vous propose de tenter de vous partager immédiatement notre support du jour. Voilà. Alors, vous avez un aperçu du programme de ces 20 prochaines minutes. Donc, je vous refais un petit rappel réglementaire rapide. On revoit ensemble les exemples les plus souvent rencontrés et on va finir par un petit résumé pour retenir, pour tout ce qu'il faut retenir. Et évidemment, Christelle, en fin de session, nous présentera la boîte à outils. On démarre de suite ce webinaire à travers effectivement quelques questions législation. Karima, peux-tu nous dire ce qu'est le dernier jour de travail et nous l'expliquer, s'il te plaît? Oui, alors le dernier jour de travail, c'est le jour qui détermine le point de départ de la période de référence à prendre en compte pour l'étude des droits, pour le calcul de l'indemnité journalière et donc le début de l'indemnisation. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on doit payer des indemnités journalières, on doit s'assurer que le salarié a suffisamment cotisé pour avoir le droit à ces indemnités journalières. Et donc, on va étudier ces droits sur une certaine période. Donc, cette période va être déterminée en fonction de la date du dernier jour de travail que vous nous aurez indiqué. Et en qualité d'employeur, en tant qu'employeur, comment je dois la déclarer et à quel endroit et surtout à quel moment, s'il te plaît? Alors, dès que vous êtes informé d'un arrêt de travail et que donc vous recevez une prescription médicale, vous devez réaliser un signalement DSN ou saisir une attestation de salaire sur Net Entreprise. Mais dans les deux cas, il faudra absolument bien renseigner la date du dernier jour de travail. Toujours en qualité d'employeur, si je me suis trompé sur le dernier jour de travail, quelles en sont les conséquences, aussi bien pour mon salarié que pour mon entreprise et pour la caisse primaire d'assurance maladie? Alors, effectivement, une erreur est bien vite arrivée, mais c'est vrai que sur le dernier jour de travail, ça peut avoir une conséquence importante. Donc, la première conséquence concernerait évidemment le salarié avec une indemnisation qui pourrait être tronquée, voire totalement absente. La situation peut aussi vous concerner directement si vous avez demandé la subrogation. La seconde conséquence serait une suractivité au sein de votre entreprise, car effectivement, vous seriez obligé de refaire deux fois la même chose, soit en réalisant un signalement annulaire en place, soit de nouveau en saisissant une attestation rectificative sur Net Entreprise. Et enfin, la dernière conséquence inéluctable de ce type d'erreur, c'est tout simplement l'allongement du délai d'indemnisation. Car effectivement, vous l'aurez compris, on va recevoir votre attestation qu'on va rejeter. Donc, vous recevrez un compte-rendu indiquant dernier jour de travail non conforme et vous serez donc contraint d'effectuer donc un signalement annulaire en place ou une attestation rectificative sur Net Entreprise. Et vous l'aurez compris, tout ceci va rallonger les délais. À partir de là, Karima, peux-tu nous expliquer la règle générale concernant le dernier jour de travail, dans quelle situation je dois l'appliquer et nous parler d'un cas particulier?
Oui, bien sûr. Donc, le dernier jour de travail, qu'on appelle communément DJT, correspond à la veille de la date de début de prescription médicale d'arrêt de travail, indépendamment des jours de la semaine. Ce qui signifie que, par exemple, si notre salarié travaille du lundi au vendredi, qu'il ne travaille donc pas le samedi et le dimanche, qu'il s'arrête le lundi, donc en maladie, son dernier jour de travail sera le dimanche. Donc finalement, peu importe la situation du salarié avant l'arrêt, qu'il ait été en congé payé, en congé pour événement familial, qu'il ait été en RTT, repos compensateur ou encore en chômage partiel, la règle générale s'impose, c'est toujours la veille de la prescription médicale, sauf dans un cas de figure, lorsque la journée a commencé à être travaillée. Effectivement, si le salarié commence à travailler, qu'il ne se sent pas bien ou qu'il fait sa journée et qu'en fin de journée, il va chez son médecin, le médecin va donc lui prescrire un arrêt de travail de cette même journée. Et donc, le dernier jour de travail dans ce cas précis sera le premier jour de la prescription. Très bien, on passe à l'étape 2 de notre programme. Pour illustrer ces règles, on va voir ensemble quelques exemples communs régulièrement rencontrés par les employeurs. Premier exemple, à travers un personnage fictif, Madame Bichon, qui a une prescription d'arrêt de travail à compter du lundi 11 janvier. Elle ne travaille pas le week-end. Quel est son dernier jour de travail, s'il te plaît? Oui, effectivement. Donc, Madame Bichon, dont le cas est exposé à l'écran, travaille la semaine du lundi au vendredi. Donc, c'est le cas le plus classique. Le samedi et le dimanche, elle ne le travaille pas. Elle présente à son employeur une prescription d'arrêt maladie qui débute donc le lundi 11 janvier. Donc, dans ce cas de figure particulier, le dernier jour de travail sera donc le 10 janvier. Deuxième exemple, toujours dans le cadre de Madame Bichon, qui a une prescription d'arrêt de travail à compter du jeudi 7 janvier. La veille, elle était en RTT. Quel est son dernier jour de travail? Alors là, encore une fois, la règle générale s'impose. Effectivement, on est dans le cas de figure de quelqu'un qui a donc travaillé la semaine et qui a bénéficié d'un jour de RTT. Donc, elle est censée revenir le jeudi après sa RTT et finalement, elle est malade. Elle vous envoie une prescription d'arrêt maladie. Donc là, la règle générale s'impose. Donc, le dernier jour de travail sera la veille de l'arrêt maladie, soit dans notre cas de figure, le 6 janvier. Je te remercie pour ces réponses. Peut-on maintenant voir ce cas, couramment rencontré là aussi par les entreprises, le cas du week-end ou du jour férié entre deux arrêts, s'il te plaît? Oui, donc il se peut que la prolongation d'arrêt ne succède pas immédiatement à l'arrêt initial. Entre-temps, il se peut que ce soit placé donc un week-end ou un week-end et un jour férié. Donc le médecin qu'on va voir peut ne pas être notre médecin traitant. Donc on peut alors considérer que le médecin qui va prescrire la prolongation d'arrêt de travail va forcément valider l'arrêt précédent. Donc, ces périodes de 1, 2 ou 3 jours vont finalement être neutralisées. Donc, je vous propose de voir directement à l'écran l'illustration de ce que je vous explique. On est dans le cadre d'un arrêt maladie du lundi 4 janvier au vendredi 8 janvier. Donc là, vous recevez cet arrêt maladie. Donc, la première chose à faire, bien évidemment, c'est de vous connecter sur votre logiciel de paye et de réaliser un signalement d'événement au risque maladie. Vous indiquerez bien évidemment comme date de dernier jour de travail la veille de cet arrêt, donc soit le 3 janvier. Se passe le week-end, le 9 et le 10 qui ne sont prescrits sur aucun certificat médical. Et enfin, vous recevez une prolongation du lundi 11 janvier indiquant qu'il s'agit donc effectivement d'une prolongation de cet arrêt maladie. Donc, dans ce cas de figure bien précis, si le certificat médical était bien coché prolongation, vous n'avez rien de spécifique à faire. Le premier signalement aura suffi. Donc, la CPAM va payer toute la période. Voyons là un autre cas qui se présente parfois au sein des entreprises, peut-être un peu moins courant, mais qui peut représenter un frein pour les employeurs. C'est le cas des arrêts de travail qui sont interrompus par une reprise de travail qui n'excède pas 48 heures. Peux-tu nous donner quelques exemples qui nous parleront davantage, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc, comme tu nous l'as dit, effectivement, ce n'est pas très courant cet exemple, mais vous êtes susceptible un jour de le rencontrer. Donc là, on est dans le cadre de l'arrêt de Madame Bichon. Donc, Madame Bichon, elle est arrêtée du 8 janvier au mardi 12 janvier.
Donc, à ce moment-là, vous réalisez un premier signalement d'événement ou une attestation de salaire sur Net Entreprise et bien sûr, vous indiquez comme date de dernier jour de travail la veille de l'arrêt, donc soit dans notre exemple, ici, le 7 janvier. Madame Bichon considère que son état de santé lui permet de reprendre le travail. Donc, elle va travailler le 13 et le 14 janvier, mais malheureusement, elle se rend rapidement compte de ses limites et est contrainte de nouveau de s'arrêter. Donc, elle retourne voir son médecin traitant qui lui prescrit alors une prolongation à compter du 15 janvier. Donc, quelle est la particularité de ce type d'arrêt? C'est qu'on a eu un premier arrêt maladie, on a eu une reprise de travail de 2 jours et on a eu une prolongation. Donc, en tant qu'employeur, vous allez devoir réaliser bien évidemment le premier signalement ou la première attestation. Vous paierez les 13 et 14 puisque la salariée a travaillé et vous réaliserez de nouveau un signalement pour l'arrêt du 15 janvier en indiquant comme date de dernier jour de travail le 14 janvier comme l'indique la règle générale. Donc là, vous serez dans l'obligation de réaliser donc 2 signalements ou 2 attestations. Mais étant donné que la reprise de travail est inférieure à 48 heures, la CPAM ne retiendra pas de carence pour le deuxième arrêt. Merci pour ces explications. Peut-on maintenant parler des congés payés, et ce afin de balayer quelques idées reçues qui sont malheureusement profondément ancrées, et ce à tort, s'il te plaît? Alors, en effet, beaucoup d'entre nous pensent qu'on ne peut pas percevoir d'indemnité journalière pendant les congés payés. Eh bien, c'est totalement faux. On peut tout à fait cumuler indemnité journalière et congés payés. Alors, il y a 2 options qui s'offrent à nous quand on est face à ce cas. Donc, la première possibilité, c'est que le salarié a envoyé un arrêt maladie, qu'il était certes en congé payé. Donc, à ce moment-là, on décide de décaler la période des congés payés. Donc, on le laisse en arrêt maladie et puis il prendra ses congés ultérieurement. Deuxième possibilité, effectivement, on ne peut pas forcément les décaler. Donc, à ce moment-là, il bénéficiera de son congé et en plus, il sera en arrêt maladie. Donc, dans les 2 cas de figure, vous serez dans l'obligation de faire parvenir soit un signalement DSN, soit une attestation de salaire sur Net Entreprise. Un exemple, s'il te plaît, pour imager tes propos. On reprend le cas, par exemple, de ce personnage fictif, Madame Bichon, qui est en congé payé du 1er au 15 mai, puis est en arrêt de travail à compter du 6 mai. Quel est le bon dernier jour travaillé à indiquer? Alors effectivement, dans notre exemple, à l'écran, Madame Bichon, elle est en congé du 1er au 15 mai. Mais malheureusement, elle est tombée malade à compter du 6 mai. Donc, du coup, il va falloir réaliser un signalement DSN ou une attestation de salaire en indiquant comme date de dernier jour de travail la veille de l'arrêt, soit dans notre cas de figure, le 5 mai. Alors, je vois déjà certains d'entre vous se poser la question, mais dans quel cas de figure décale-t-on les congés ou non? Alors, nous ne sommes pas compétents pour vous répondre sur la question. Effectivement, en fonction de votre convention collective, en fonction de vos accords d'entreprise, vous pourrez ou ne pourrez pas décaler cette période de congé payé, mais ça reste à votre seule appréciation. On aborde le sujet maintenant du congé maternité avec ces cas si particuliers, mais souvent rencontrés par les employeurs. Si ma salariée enchaîne des arrêts de travail, maladie, puis congé pathologique, arrêt maladie de nouveau, congé maternité, que faire à partir de là? Un exemple qui sera bien plus parlant, nous avons le cas toujours de Madame Bichon qui dispose d'un arrêt maladie du 15 mai au 25 mai, puis est en congé pathologique à compter du 26 mai, et ce jusqu'au 8 juin, puis à nouveau en arrêt maladie du 9 juin au 22 juin. Et enfin, débute son congé maternité à partir du 23 juin. Que faire sur ces différentes périodes? Alors oui, effectivement, notre heureuse future maman, Madame Bichon, s'est mise en arrêt maladie. Donc, vous recevez un premier arrêt pour la période du 15 mai au 25 mai. Donc là, vous faites ce que vous faites en temps normal, donc vous réalisez un signalement DSN au risque maladie ou vous saisissez une attestation de salaire sur Net Entreprise en indiquant comme date de dernier jour de travail la veille de notre arrêt. Donc là, il s'agira du 14 mai.
Quelques semaines après, vous recevez une prolongation en arrêt maladie. Mais attention, une information supplémentaire figure sur cet arrêt. Il est coché congé pathologique. Alors, ce congé pathologique est un congé spécifique de 14 jours qui est dû à la future maman, effectivement, si elle le souhaite. Et la particularité, c'est qu'il est payé au risque maternité. Donc, vous l'aurez compris, là, on change de risque. Qui dit changement de risque dit forcément réalisation d'un nouveau signalement DSN, donc là au risque maternité, ou saisie d'une attestation de salaire sur Net Entreprise, toujours au risque maternité. Et dans les deux cas, le dernier jour de travail restera celui de la veille du premier arrêt maladie, soit dans notre exemple le 14 mai. Se passe encore quelques jours, vous recevez de nouveau une prolongation en arrêt maladie. Mais cette fois-ci, c'est un arrêt maladie classique. Mais si vous m'avez bien suivi, vous aurez compris qu'on a de nouveau changé de risque. Du coup, il vous faudra réaliser un nouveau signalement DSN au risque maladie ou saisir une attestation sur Net Entreprise, donc toujours au risque maladie. Le dernier jour de travail, quant à lui, n'a toujours pas changé. C'est toujours la veille du tout premier arrêt, soit dans notre exemple, le 14 mai. Et enfin, Madame Bichon finit par se retrouver en congé maternité. Et encore une fois, je vous laisse deviner, on vient de changer de risque. Donc, du coup, nouveau signalement DSN au risque maternité ou attestation de salaire sur Net Entreprise au risque maternité. Donc, vous l'aurez compris, on a 4 risques qui se sont enchaînés. On a reçu donc 3 prolongations. On a fini par un congé maternité, mais dans tous les cas, le dernier jour de travail n'a pas été modifié et c'était la veille du tout premier arrêt. Merci pour ces informations claires et précises. On aborde maintenant rapidement le sujet du congé paternité, dont la législation a évolué l'an dernier. Dans le cadre du congé paternité, comment choisir le bon dernier jour de travail, s'il te plaît? Alors, dans le cadre du congé paternité, le dernier jour de travail correspond à la veille du congé obligatoire en paternité. Alors, je m'explique. Depuis le 1er juillet 2021, vous savez, le congé paternité a changé. Il a été rallongé. Il est passé à 28 jours pour une naissance simple et 35 jours pour une naissance multiple. Donc, la loi prévoit que dans le cadre de ce congé, le salarié doit obligatoirement bénéficier de 4 jours consécutifs à compter du lendemain du congé de naissance prévu par le Code du travail. Donc, je vous invite à vous référer au schéma qui est tout en bas de votre écran, où vous voyez qu'effectivement, le congé paternité nouvelle version va pouvoir être pris soit à compter du jour de la naissance, soit le jour ouvrable qui suit. À partir du moment où le salarié décide de le prendre, il y a 7 jours obligatoires d'arrêt de travail à respecter. Les 3 premiers jours, ce sont des journées conventionnelles dues par l'entreprise. Ce sont les journées qui sont inscrites dans le Code du travail que vous, employeur, vous devez payer. Et ensuite, ces 3 jours sont suivis par 4 jours obligatoires d'arrêt, qui sont les 4 premiers jours du congé paternité. Donc, vous l'aurez compris, donc, il y a 7 premiers jours d'arrêt de travail. Donc, vous allez devoir réaliser à ce moment-là, donc bien évidemment, un signalement d'arrêt de travail en DSN au risque paternité ou saisir une attestation de salaire sur Net Entreprise. Et dans tous les cas, vous devrez envoyer par mail le tableau de fractionnement qui se retrouve donc sur le site amélie.fr qu'il faudra donc télécharger et compléter, accompagné de l'acte de naissance de l'enfant. Un exemple qui là encore sera plus parlant, prenons le cas par exemple de Monsieur Bichon, un personnage fictif qui est l'heureux parent effectivement d'un enfant né le 14 mai. Le congé de naissance de 3 jours, 3 jours employeurs de Monsieur Bichon prend fin le 17 mai. Le congé de paternité, période 1 obligatoire de l'assurance maladie, démarre le 18 mai. Quel est le bon dernier jour de travail, s'il te plaît? Alors là, on résume la situation. L'enfant est né le 14 mai. Le salarié décide de prendre son congé paternité à compter du premier jour ouvrable qui suit la naissance, donc le 15, le 16 et le 17. Ces 3 jours seront payés par l'entreprise. Le congé paternité obligatoire démarre le 18 mai pour 4 jours.
Le dernier jour de travail sera la veille de ce congé obligatoire, soit, dans notre exemple, le 17 mai. Si le salarié, par exemple, souhaite prendre son congé paternité en une seule fois, que doit réaliser l'employeur que je suis? Alors oui, le congé paternité peut être pris en une fois ou fractionné. Dans tous les cas, vous devrez réaliser votre signalement DSN directement de votre logiciel ou saisir une attestation de salaire sur Net Entreprise. Et dans les deux cas, vous devrez envoyer par mail le tableau de fractionnement des périodes ainsi que l'acte de naissance de l'enfant. Alors ça, on en a parlé effectivement dans le cadre d'une prise immédiate, mais si le salarié souhaite prendre effectivement son congé paternité en plusieurs fois, il m'explique qu'il m'avisera plus tard des périodes concernées par le reste de ce même congé paternité. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Alors oui, on peut tout à fait fractionner son congé paternité. On peut décider de ne bénéficier dans un premier temps que de ces 7 jours obligatoires et ensuite donc bénéficier un peu plus tardivement du reste de son congé. Donc dans tous les cas, si notre salarié décide de fractionner cette période du congé paternité, sachez que chaque période doit contenir au minimum 5 jours. À partir du moment où vous avez l'information de cette prise de congé, vous devez réaliser un signalement DSN de votre logiciel de paye ou saisir une attestation de salaire sur Net Entreprise en indiquant comme date de dernier jour de travail la veille de ce congé qui sera pris. D'ailleurs, à ce même sujet, concernant le congé paternité qui a évolué, n'hésitez pas à revoir le webinaire autour du sujet du congé paternité qui est disponible sur YouTube, mais aussi le webinaire relatif à la complétude des attestations de salaire, pour lequel effectivement la notion du dernier jour travaillé y est rappelée pour le congé paternité, mais aussi le congé maternité. On aborde rapidement maintenant le sujet, vous et moi, des arrêts maladie professionnelle. Qu'en est-il de la gestion du dernier jour de travail dans le cadre d'une maladie professionnelle, précédée d'un arrêt de travail classique, s'il te plaît? Alors, en présence d'un arrêt de maladie professionnelle ou d'un arrêt de rechute accident du travail, le salarié peut avoir au cours finalement d'une même période des arrêts qui vont relever de plusieurs risques. Donc, référons-nous directement à l'exemple que nous avons à l'écran. Donc, en tant qu'employeur, vous venez de recevoir un arrêt maladie pour la période du 15 mai au 25 juin. Donc là, bien évidemment, vous réalisez votre signalement DSN ou vous saisissez votre attestation sur Net Entreprise et vous indiquez comme date de dernier jour de travail le 14 mai. Quelques semaines après, vous recevez une prolongation. Mais attention, il s'agit d'une prolongation en arrêt maladie professionnelle. Vous l'avez compris, ce n'est pas du tout le même risque. Là, vous allez de nouveau donc nous faire parvenir un signalement DSN au risque, donc maladie professionnelle, ou saisir une attestation de salaire donc sur Net Entreprise. Et là, le dernier jour de travail que vous indiquerez sera la veille du tout premier arrêt. Donc, il s'agit ici, dans notre exemple, du 14 mai. Merci pour ta réponse, Karima. On a vu ce qu'il en était de la maladie professionnelle. Faisons le point maintenant en ce qui concerne l'accident de travail, s'il te plaît. Oui, alors effectivement, en cas d'accident du travail, le dernier jour de travail, c'est bien souvent le jour même de l'accident. Alors, il faut savoir que toute journée débutée est due par l'employeur. Donc, le jour d'accident du travail ou de trajet est à prendre en compte pour le dernier jour de travail. Alors, pour que ce soit un peu plus clair, dis-nous, que s'est-il passé avec Madame Bichon? Décidément, Madame Bichon, effectivement, n'est pas très chanceuse. Elle est donc victime d'un accident de travail le 12 juin. Qu'en est-il justement dans le cadre de cet exemple du dernier jour de travail, s'il te plaît? Donc, Madame Bichon, qui est notre employée modèle, aura vu tous les risques défiler. Donc, après maladie, maternité, pas de chance, la voilà soumise à un accident du travail. Donc, effectivement, elle a un accident du travail le 12 juin. Elle vous fournit une prescription médicale de ce même jour. Donc, la date du dernier jour de travail sera le 12 juin.
Alors, même si ce webinaire concerne le dernier jour de travail et maintenant plus précisément la saisie du bon dernier jour de travail pour une attestation de salaire en accident de travail, je vous encourage là encore à visualiser le dernier webinaire récemment mis en ligne sur le sujet de la déclaration d'accident de travail. Cette déclaration d'accident de travail allant de pair avec votre attestation de salaire. Christelle vous enverra effectivement, comme à son habitude, les liens à cet effet. On a parlé des accidents de travail. Qu'en est-il maintenant, s'il te plaît, Karima, des accidents de trajet? Un exemple, là encore, toujours le cas de Madame Bichon, qui est victime d'un accident de trajet le 12 juin. Qu'en est-il du dernier jour de travail? Alors, dans le cas d'un accident de trajet, la règle est la même, c'est-à-dire que le dernier jour de travail, c'est le jour de l'accident. Alors, on a souvent des employeurs qui s'interrogent en indiquant, oui, mais moi, mon salarié, il n'est pas arrivé à l'entreprise. Et donc, du coup, en termes de dernier jour de travail, des fois, ils s'interrogent quel dernier jour de travail je dois indiquer. Donc, il est vrai que vous pouvez tout à fait être confronté au cas où un salarié a travaillé lundi, mardi, a été en RTT tout le reste de la semaine, est censé revenir lundi, mais effectivement, en arrivant sur la route, il a un accident de trajet. Du coup, vous allez devoir bien évidemment faire la déclaration d'accident de trajet sur le site donc Net Entreprise. Et en parallèle, s'il vous indique qu'il y a une prescription d'arrêt du même jour, vous devrez donc réaliser un signalement DSN au risque accident du travail ou saisir une attestation de salaire sur Net Entreprise en indiquant comme date de dernier jour de travail le jour de cet accident, donc soit le 12 juin. À savoir que votre salarié, à partir du moment où il sort de chez lui, pour venir travailler, il est couvert par la législation des risques professionnels. Et donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle, même s'il n'a pas mis les pieds dans l'entreprise, vous devez déclarer cet accident et indiquer comme date de dernier jour de travail cette même journée. Donc, dans notre exemple, le 12 juin. Merci à toi, Karima. Voyons là un cas plus particulier, couramment rencontré par les employeurs, toujours en lien avec les accidents de travail, avec un arrêt postérieur à la date d'accident de travail. Un exemple, là encore, le cas, après Madame Bichon, de Monsieur Bichon, qui est victime d'un accident de travail en date du 12 juin, et il a travaillé le 12 et le 13 juin. Il nous fournit une prescription d'arrêt de travail à compter du 14 juin. Qu'en est-il du dernier jour de travail? Oui, effectivement. Donc, jusqu'à présent, je vous ai dit accident du travail, accident du trajet. Souvent, la date du dernier jour de travail, c'est le jour de l'accident. Mais là, dans notre cas de figure particulier, la prescription médicale, elle est postérieure. C'est-à-dire que le pauvre monsieur Bichon a eu son accident du travail le 12 juin. Donc, il a estimé qu'il pouvait encore travailler. Donc, il a travaillé le 12 et le 13 juin, mais finalement a été contraint de s'arrêter. Donc, il a une prescription médicale qui débute le 14 juin. Donc, à ce moment-là, vous allez réaliser un signalement DSN, donc au risque accident du travail, ou saisir une attestation de salaire sur Net Entreprise en indiquant comme date de dernier jour de travail la veille de cet arrêt, donc soit dans notre exemple le 13 juin. On va aborder ensemble, Karima, si tu souhaites, un cas un peu plus complexe, où les interrogations des employeurs sont nombreuses. Peux-tu faire le point, s'il te plaît, autour de la situation qui encadre le temps partiel thérapeutique? Oui, tout à fait. Donc, après un arrêt de travail pour maladie, le salarié peut tout à fait reprendre à temps partiel, communément appelé le mi-temps thérapeutique. Donc, c'est un aménagement temporaire de la durée de travail qui va permettre au salarié de reprendre progressivement son activité suite à un arrêt maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle. D'ailleurs, à ce titre, je vous invite à revisionner un autre webinaire sur le temps partiel thérapeutique qui était très intéressant et qui, je pense, pourrait répondre à beaucoup de vos interrogations. Alors là, on est dans le cas de figure effectivement de quelqu'un qui est en temps partiel thérapeutique. Donc, pour que vous puissiez et pour qu'il puisse surtout lui bénéficier d'une indemnisation ou vous en cas de subrogation, vous allez devoir réaliser un signe, non, surtout pas de signalement, une attestation de salaire sur Net Entreprise directement pour le temps partiel thérapeutique. Car comme vous le savez, pour l'instant, la DSN ne permet pas encore de véhiculer des signalements DSN pour les temps partiels thérapeutiques. On va imager tes propos, Karima, à travers un exemple. Toujours le cas de Madame Bichon. Celle-ci est en arrêt à temps complet du 7 septembre au 14 décembre. Qu'en est-il effectivement de la gestion de son mi-temps thérapeutique, si son médecin lui prescrit une prolongation à partir de là?
Alors oui, là, on est dans le cas de figure où la salariée nous a envoyé, dans un premier temps, un arrêt maladie à temps complet, d'accord, pour la période du 7 septembre au 14 septembre. Donc là, vous allez devoir réaliser un signalement donc DSN en maladie ou saisir une attestation de salaire sur notre entreprise en indiquant comme date de dernier jour de travail le 6 septembre. Donc, à compter du 15 décembre, la salariée décide de reprendre à temps partiel thérapeutique. Donc là, il vous faudra également réaliser une attestation de salaire sur Net Entreprise en mi-temps thérapeutique en indiquant comme date de dernier jour de travail la veille du premier arrêt maladie. Donc là, dans notre exemple, l'arrêt maladie, le tout premier était du 7 septembre au 14 décembre, suivi d'un mi-temps du 15 décembre au 31. Donc le dernier jour de travail sera dans notre exemple le 6 septembre. Cas nouveau, hein, effectivement, qu'en est-il lorsque le temps partiel thérapeutique n'est pas précédé par une prescription médicale? Oui, donc le temps partiel thérapeutique ne fait pas toujours suite effectivement à un arrêt à temps complet. Et dans ce cas de figure bien précis, c'est la règle générale qui s'impose, à savoir que le dernier jour de travail sera donc la veille du temps partiel thérapeutique. Donc là, dans notre exemple, le dernier jour de travail commence le 15 décembre et prescrit jusqu'au 31. Donc, vous devrez aller sur Net Entreprise, saisir une attestation de salaire pour temps partiel thérapeutique et indiquer comme date de dernier jour de travail la veille du temps partiel. Donc là, dans notre exemple, le 14 décembre. Alors, juste une petite précision. En plus de cette attestation de salaire, il faudra nous envoyer par mail les 3 derniers bulletins de salaire qui précèdent ce dernier jour de travail, effectivement, pour qu'on puisse déterminer quelle est la perte de salaire et qu'on puisse indemniser correctement ce temps partiel thérapeutique. Donc, si on n'a pas eu d'éléments de salaire concernant un arrêt maladie à temps complet juste avant le temps partiel et que ce temps partiel débute euh, tout seul, sans qu'il y ait d'arrêt qui précède, il faut bien penser à envoyer ces 3 bulletins de paye. À partir de là, peux-tu faire le point autour de ces situations à première vue complexes où le temps partiel est momentanément interrompu par un arrêt de travail à temps plein et qu'au terme de celui-ci reprend le temps partiel qui de nouveau s'interrompt pour laisser place à un arrêt de travail à temps plein? Un exemple qui nous parlera davantage si tu pouvais l'imager, Karima. Oui, bien sûr. Alors là, je vous demande un tout petit peu de concentration. On est dans le cas de figure le plus embêtant pour vous, je le sais très bien. C'est le cas de figure où on a un temps partiel interrompu par des arrêts de travail ou vice-versa. Et c'est vraiment parfois un peu contraignant, je vous l'accorde. Ceci dit, je vais vous expliquer. Vous allez voir que c'est quand même extrêmement simple en termes de gestion. Donc là, je vous propose de commenter, comme nous l'a expliqué Bader, donc l'exemple qui est affiché à l'écran. Vous recevez un premier arrêt maladie pour la période du 7 septembre au 14 décembre. Donc là, comme d'habitude, vous allez réaliser un signalement DSN en maladie ou saisir une attestation de salaire sur Net Entreprise en indiquant comme date de dernier jour de travail la veille de cet arrêt, soit ici le 6 septembre. Ensuite, la personne se voit prescrire un temps partiel thérapeutique qui démarre donc le 15 décembre et qui va donc jusqu'au 31 décembre. Là, vous allez devoir, que vous soyez en DSN ou pas, saisir une attestation de salaire sur Net Entreprise en indiquant comme date de dernier jour de travail la veille du tout premier arrêt. Donc, dans notre exemple, ce sera ici le 6 septembre. Puis, vous recevez de nouveau un arrêt à temps complet. Donc là, vous allez devoir réaliser soit un signalement DSN en maladie, soit saisir une attestation sur Net Entreprise. Et c'est la règle générale qui va s'imposer. Le dernier jour de travail sera la veille de cet arrêt maladie, soit dans notre exemple ici, le dernier jour du temps partiel thérapeutique. Donc, un arrêt qui débute le 1er janvier aura comme dernier jour de travail le 31 décembre. Alors, je vous propose de vous lancer un petit défi, histoire de voir que vous m'avez bien suivi. Donc, selon vous, si Madame Bichon, elle avait été de nouveau en temps partiel thérapeutique à compter du 11 janvier,
C'est-à-dire que son arrêt maladie à temps complet s'est arrêté le 10, elle bascule en temps partiel thérapeutique à compter du 11 janvier. Alors, selon vous, quel aurait été son dernier jour de travail? Eh oui, effectivement, son dernier jour de travail aurait bien été le 31 décembre. Je vous félicite. Merci pour la clarté de tes propos, Karima. On va faire le point sur ce qu'il faut retenir maintenant. Alors, faisons le point sur ce qu'il faut retenir, un rapide résumé autour de la maladie, de la maternité et de la paternité. Alors, comme on vous l'a expliqué avec Bader jusqu'à présent, la règle d'or à retenir, qu'importe la situation du salarié avant l'arrêt, qu'il ait été en congé payé, congé pour événement familial, qu'il ait été en RTT repos, compensateur ou encore chômage partiel, que sais-je, la règle générale s'impose, c'est toujours la veille de l'arrêt, sauf dans un cas particulier, lorsque la journée a commencé à être travaillée. Donc, dans ce cas de figure, ce sera le même jour que la prescription médicale, que le premier jour de la prescription médicale. Un rapide résumé, s'il te plaît, autour maintenant de l'accident de travail ou de trajet. Alors, pour les accidents de travail ou de trajet, donc le dernier jour de travail va correspondre au jour de l'accident. Bien sûr, si vous avez donc un arrêt de travail immédiat. Donc, comme vous l'avez vu, la seule exception à cette règle, c'est lorsque l'arrêt est postérieur à l'accident lui-même. Donc, à ce moment-là, ce sera la règle générale qui s'imposera et donc le dernier jour de travail sera la veille de l'arrêt. Donc, désormais, vous avez toutes les informations en main pour ne plus vous tromper sur la date du dernier jour de travail. Donc, je propose de laisser la main à ma collègue Christelle pour la présentation de la boîte à outils. Merci beaucoup, Karima et Bader, pour toutes ces explications. Alors, nous mettons à votre disposition des fiches mémo sur différents thèmes en lien avec la DSN. Comme à notre habitude, quelques fiches astuces sur, par exemple, la reprise anticipée, le dernier jour de travail, mais aussi les salaires rétablis, qui, nous l'espérons, vous seront utiles tout au long de votre activité RH. Nous vous invitons également à rester connectés à la nouveauté, à l'information. Comme vous le savez, l'évolution de la législation, elle est constante. Aussi, si vous en avez le temps et la possibilité, via le site amélie.fr pour les entreprises, nous vous invitons à suivre l'actualité et les points réglementaires via la newsletter 3 minutes entreprise, mais aussi le calendrier de nos prochains webinaires. Alors, pour ceux d'entre vous qui se demandent où trouver nos webinaires, et c'est le cas par rapport à la rubrique discussion, pensez simplement à vous abonner à notre chaîne YouTube Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis. Quand vous visionnez nos replays, sous le lecteur vidéo, cliquez sur le bouton S'abonner. Vous recevez alors des notifications automatiques dès que nous publierons de nouvelles vidéos. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche à droite pour être informé de publication de nouveaux contenus. Quelques contacts utiles, l'outline employeur au 3679. Pour vos réclamations, privilégiez l'outil Récla employeur dont on vous met le lien dans la rubrique chat ainsi que le webinaire, le support du webinaire que nous avons organisé sur ce sujet-là. Pour toutes les questions concernant l'accès aux téléservices dans Net Entreprise, nous vous invitons davantage à contacter l'outline Net Entreprise au 0820 000 516 et la hotline DSN au 0811 376 376. D'ailleurs, si vous ne parvenez pas à vous connecter et vous obtenez le message suivant, par exemple, votre mot de passe ou vos données d'authentification sont incorrectes, cela signifie qu'une erreur est présente. Une rapide diapo vous permettant de cerner l'erreur et le correctif à réaliser, donc comment réinitialiser votre mot de passe. La plupart des cas de figure d'erreurs rencontrées pour les employeurs y est détaillé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter Net Entreprise ou alors vos conseillers employeurs assurance maladie.
Parfait, merci beaucoup pour Christelle pour cette explication de la boîte à outils. Donc, je vous propose de commencer immédiatement la session des questions-réponses. Donc, dis-nous tout, Christelle, a-t-on beaucoup de questions? Alors, il y a eu quelques questions, pas énormément parce que je pense que votre présentation était tout à fait compréhensible et merci à tous les deux. Alors, une première question qui n'était pas sur le sujet, mais vu que c'est une nouvelle législation qui vient d'arriver. Pour le congé paternité, les 3 jours employeurs doivent être obligatoirement pris après le congé naissance. Exactement. Donc, la législation pour le congé paternité indique que l'heureux papa ou le salarié qui va bénéficier de ce congé doit prendre son congé à compter de la naissance ou du premier jour ouvrable qui suit. Ensuite, il y a les jours conventionnels qui sont payés par l'employeur. Donc, on vous a parlé de 3 jours, mais en fonction de la convention, ça peut être un peu plus. Et les 4 jours obligatoires doivent être accolés au congé conventionnel. Et donc, le salarié ne doit pas travailler pendant cette période-là et ça conditionne la prise de la totalité de son congé normalement. Donc oui, effectivement. Merci beaucoup. Donc, une seconde question. Concernant les arrêts, pendant les congés payés, il y a une jurisprudence qui explique bien que les congés payés priment sur l'arrêt de travail et donc on ne peut pas reporter les congés. Que fait-on? Alors, en termes de législation, alors je n'ai pas cette jurisprudence, donc je ne pourrai pas vous l'expliquer dans le détail. Aujourd'hui, quand un agent, un de vos salariés est en congé payé et qu'effectivement il se met en arrêt maladie, soit on reporte, soit on ne reporte pas. Donc, effectivement, vous pouvez ne pas reporter. Mais dans tous les cas, à partir du moment où il vous a prescrit un arrêt maladie, vous êtes dans l'obligation de nous faire parvenir un signalement d'arrêt au risque maladie ou une attestation de salaire en maladie pour qu'on puisse effectivement indemniser cette période. Donc, je vous invite à me renvoyer par mail l'extrait de la jurisprudence dont vous venez de nous parler et je vous ferai une réponse détaillée en ce sens. Merci beaucoup, Karima. Alors, pour un salarié qui a été en arrêt, exemple du 3 janvier au 8 janvier, puis revient à temps partiel thérapeutique sur janvier et février, quel dernier jour de travail pour les déclarations de mi-temps thérapeutique doit-on mettre? Alors là, on est dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, finalement, qui était l'exemple le plus simple, puisqu'on a d'abord un premier arrêt maladie et on a une reprise en temps partiel thérapeutique. Donc, le dernier jour de travail indiqué est celui qui précède l'arrêt maladie à temps complet. Voilà pour l'attestation en temps partiel thérapeutique. Et si on est dans le cas différent où on a directement un temps partiel thérapeutique qui débute sans qu'il y ait eu d'autres arrêts précédemment, à ce moment-là, c'est la veille de l'arrêt à temps partiel thérapeutique qu'il faudra indiquer comme dernier jour de travail. Merci beaucoup. Alors, un salarié étant en congé payé le 11 décembre, puis en absence injustifiée jusqu'au 2 janvier, puis ensuite en arrêt de maladie à partir du 3 janvier. Quel est le dernier jour de travail à indiquer? Alors, que je reprenne clairement tout ce que tu m'as expliqué. Donc, il est en congé payé. Ensuite, il a des journées injustifiées. Donc, qui dit journée injustifiée dit journée pas payée par l'employeur. Mhm. Ensuite, il est En arrêt de maladie. en À arrêt compter... maladie et ensuite de nouveau en congé Non, payé, juste en juste arrêt en de arrêt maladie. maladie. Donc, d'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, juste avant l'arrêt maladie, il était en période Il était injustifiée. en absence injustifiée. Ok, d'accord. Donc, en fait, ce qu'il faut indiquer, c'est la veille de l'arrêt maladie. Donc là, le dernier jour de travail sera la veille de l'arrêt maladie, au moment où vous allez indiquer les salaires de référence. Alors, si je parle du cas où vous ne seriez pas en DSN événementiel, sur l'attestation de salaire, au moment où vous allez indiquer les salaires, il faut savoir que tout ce qui est absence injustifiée ne se rétablit pas. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas rétablir entièrement le salaire pour cette période. Si vous êtes en signalement DSN, aucune difficulté, le système sera en mesure de le faire tout seul. Mais là, c'est la règle générale qui s'impose, donc la veille de notre arrêt.
Quand vous dites que dans le cas du dernier jour de travail est le jour où le salarié est venu travailler, par exemple une demi-journée de travail, cette demi-journée est due par l'employeur ou toute la journée est due par l'employeur? Alors, en termes de journée débutée, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre des accidents du travail, il y a une législation spécifique qui indique bien qu'effectivement, toute journée commencée est due par l'entreprise. Donc, cette journée sera payée par l'entreprise. Quand on est dans le cadre d'un arrêt maladie, alors, sachez que vous êtes en mesure effectivement donc, de payer les heures qui ont été travaillées et peut-être de ne pas payer le reste, mais la CPAM, dans tous les cas, n'indemnisera jamais le dernier jour de travail. Donc, on indemnisera toujours à compter du lendemain du dernier jour de travail. C'est la raison pour laquelle on dit que cette journée, finalement, elle est due par l'employeur. Maintenant, je ne serai pas en mesure de vous donner les textes précis qui indiquent si oui ou non, dans le cadre de la maladie, vous êtes tenu d'indemniser l'intégralité de la journée. En tout cas, sachez simplement que la CPAM n'indemnisera jamais un dernier jour de travail. Merci beaucoup. Alors, un autre cas toujours dans le mi-temps thérapeutique, on a un salarié qui est en arrêt, pardon, puis un mi-temps thérapeutique, puis pendant son mi-temps thérapeutique, un nouvel arrêt à temps plein. Quel serait dans ce cas-là le dernier jour de travail? Là, on est dans le cas de figure le plus complexe. C'est celui qu'on a vu en dernier, que je vous ai expliqué, où effectivement, vous étiez parti sur du temps partiel, et puis ensuite un arrêt maladie et de nouveau du temps partiel. Alors, quand en fait, on est dans le cas de figure où on a un temps partiel thérapeutique qui a été interrompu par l'arrêt maladie, donc c'est la règle générale qui s'impose. Le dernier jour de travail, c'est la veille donc de l'arrêt maladie qui correspondra techniquement au dernier jour travaillé en temps partiel thérapeutique. Maintenant, quand on est dans un autre cas, à savoir qu'on a d'abord notre arrêt à temps complet et qu'on a une reprise en temps partiel thérapeutique, le dernier jour de travail sera la veille de cet arrêt maladie. Je vous invite à vous référer au support qu'on va vous envoyer d'ici quelques jours qui reprendra dans le détail toute cette même explication. Alors, on a une question qui n'a pas de lien avec le webinaire sur le dernier jour de travail, mais quand même un lien par rapport au signalement et aux attestations. Quelle est la différence entre un signalement et une attestation? Ah, excellente question, mais grande question cependant. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous êtes tous en DSN, c'est obligatoire. La DSN, elle vous permet de passer des signalements d'événements quand vos salariés sont en arrêt maladie ou en accident de travail ou en maternité, paternité, enfin peu importe. Beaucoup d'entre vous utilisent déjà cette possibilité qui est mise à disposition par la DSN, mais certains ne sont pas encore passés et d'ailleurs je les invite à le faire et continuent à utiliser effectivement Net Entreprise. Alors, vous aurez un intérêt vraiment important à passer en signalement DSN. L'intérêt du signalement DSN, c'est qu'en fait, vous allez déjà énormément réduire le temps de traitement des attestations de salaire, puisqu'il y a beaucoup de choses que vous n'aurez plus à faire. Aujourd'hui, quand vous êtes en signalement DSN et que vous êtes averti de l'arrêt de travail, vous n'avez qu'à vous rendre sur votre logiciel de paye, ouvrir l'onglet qui concerne les arrêts de travail et renseigner deux, trois petites informations. Vous allez préciser quelle est la nature du risque, la raison pour laquelle la personne est arrêtée. Vous allez indiquer quelle est la date du dernier jour de travail, jusqu'à quand est prescrit cet arrêt, éventuellement subrogation, pas subrogation. Et vous allez générer un signalement d'arrêt de travail qui va donc partir et générer chez nous une attestation de salaire qui permettra le paiement des indemnités journalières. Donc, vous l'aurez compris, ça vous a pris à peine quelques secondes et ça permettra le paiement. Quand on n'est pas encore passé en signalement DSN, que se passe-t-il aujourd'hui? On se rend sur le site Net Entreprise, on se connecte avec ses identifiants et ensuite, on passe toutes les étapes une à une. Donc, je crois qu'il y en a à peu près 8 étapes. Donc, l'identification du salarié. Une fois qu'on a passé cette étape, on arrive au dernier jour de travail, le risque concerné. On recherche les salaires. S'il doit y avoir rétablissement par rétablissement, on refait un petit calcul. Il y a toujours un petit risque d'erreur. Et enfin, on suit toutes les étapes une à une.
On finit par aboutir à la dernière étape où on nous demande de renseigner désormais l'IBAN. On valide, on a un accusé de dépôt qui s'affiche et on conserve cet accusé de dépôt. Puis l'attestation arrive à la CPAM et elle va être traitée. Donc, vous l'aurez compris, si vous devez faire le comparatif entre un signalement DSN et une saisie sur net entreprise, notre gagnant sera le signalement DSN. Donc, pour tous ceux qui n'y sont pas encore passés, je vous encourage à le faire. Sachez qu'on se tient à votre disposition pour vous accompagner, pour faire les premiers signalements. Vous faites vos tests, on vous dit si c'est concluant, pas concluant chez nous. Si vous avez des interrogations sur votre logiciel de paye et que vous n'avez pas encore eu de formation concernant les signalements, je vous invite à vous retourner vers votre éditeur de logiciel pour qu'il puisse soit vous mettre à disposition une formation, soit au moins le mode opératoire du logiciel que vous utilisez pour savoir comment faire un signalement DSN. Merci beaucoup, Karima. Alors, une autre question. Donc là, on revient quand même sur le dernier jour de travail. Un salarié en mi-temps thérapeutique, on en a beaucoup des questions sur le mi-temps, est en congé durant toute la période. Est-ce qu'il faut quand même transmettre une attestation? Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en temps partiel thérapeutique, nous, on indemnise la perte de salaire. Donc, si un salarié n'a pas de perte de salaire parce que vous l'avez payé intégralement en congé payé, donc on ne le paiera pas effectivement. Donc, quand vous ferez votre attestation de salaire, donc, vous indiquerez les périodes donc, qui ont été réellement travaillées, pour lesquelles il y a une perte de salaire. Les congés payés, normalement, ça n'est pas utile. Si cependant, nous vous interrogions, parce qu'on est susceptible, dans certains cas, de vous envoyer un compte-rendu en vous demandant, finalement, le mi-temps était prescrit pendant 3 mois. Le premier mois, la personne est en congé payé et puis on reçoit l'attestation que pour le deuxième mois. On est susceptible, effectivement, de vous demander pour quelle raison on n'a pas reçu la première attestation. À ce moment-là, vous pourrez nous indiquer par mail qu'il s'agissait d'une période de congé payé. Alors, juste une petite précision. Je ne sais pas si vous le savez tous, il y a eu un changement au niveau de Net Entreprise concernant les attestations de salaire. Désormais, vous n'avez plus la possibilité de déposer les pièces jointes. Jusqu'à présent, c'était possible, vous pouviez le faire. Donc, vous pouviez tout à fait, au moment où vous réalisiez votre attestation sur Net Entreprise, nous mettre personne en congé payé, pas en congé payé, enfin, peu importe. Désormais, ça n'est plus possible. Donc, la procédure a été modifiée. Il faut envoyer tous les éléments par mail selon une procédure qui est sécurisée. Mais normalement, quand vous recevrez les comptes rendus, vous aurez un lien sur lequel cliquer qui vous renverra donc vers cette nouvelle procédure. Et puis, pour tous ceux que ça intéresse, en fait, Christelle va vous mettre en lien sur la rubrique discussion, donc le lien qui renvoie à la réglementation sur les pièces jointes où vous aurez la liste de toutes les CPM au niveau national pour pouvoir nous écrire finalement en cas de difficulté ou en cas d'envoi de pièces. Merci, Karima. Bon, écoutez, je vais vous poser une dernière question, puis je pense qu'après, on va pouvoir donner le mot de la fin. Quand on a un arrêt de maladie Covid, donc sans carence, avec une attestation d'isolement, et qui commence tout de suite à la fin d'un arrêt de maladie normal, donc c'est-à-dire prescrit par un médecin, et que le salarié n'a pas repris le travail entre les deux. Quel dernier jour de travail dois-je mettre? Alors, dis-moi, Christelle, étant donné que c'est une question qui concerne le Covid, est-ce que, sachant que tu es notre spécialiste, est-ce que tu veux reprendre la relève éventuellement ou Bader peut-être sur la question? On va laisser la parole à Christelle, un spécialiste Covid, la référence sur le sujet. Même si j'ai la réponse, je pense qu'elle sera bien plus à même pour la développer. Alors, je ne suis pas spécialiste Covid, mais en fin de compte, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un de vos salariés qui est en arrêt Covid et qu'après, il y a un arrêt de maladie normal, donc prescrit, qu'il soit prescrit en initial ou en prolongation, vu que ça suit tout de suite au lendemain de l'arrêt Covid, vous n'avez pas de nouvelle attestation de salaire à faire ou de signalement DSN et le dernier jour de travail sera à l'identique de l'arrêt de maladie qu'il y a eu en lien avec le Covid. Dans le cas où vous auriez eu un arrêt de maladie Covid avec
une période, admettons, de 2 jours de reprise de travail. Et là, à nouveau, votre salarié est en arrêt de maladie. C'est la règle générale qui s'impose. Le dernier jour de travail à indiquer, c'est toujours la veille de l'arrêt de maladie que vous avez, qu'il soit Covid ou qu'il soit prescrit par un médecin, donc un médecin lambda. Voilà. Parfait. Merci Merci. beaucoup pour cette réponse, Christelle. Écoutez, je vous remercie tous d'avoir suivi ce webinaire aussi nombreux, peut-être un peu moins nombreux que d'habitude au fait de ces différentes grèves. Mais en tout cas, je vous remercie. J'espère que le webinaire d'aujourd'hui a pu vous éclairer davantage sur le dernier jour de travail. Donc, si vous avez d'autres questions, si vous rencontrez des difficultés dans la réalisation de vos attestations de salaire, n'hésitez surtout pas à contacter notre équipe de conseillers qui se tient à votre disposition pour vous assister au plus près, mais aussi pour vous accompagner dans la mise en place de la DSN événementielle, comme je vous le disais tout à l'heure, mais également dans pour n'importe quel autre téléservice qui serait proposé par l'assurance maladie. Alors, si vous avez des questions réglementaires, surtout n'hésitez pas à aller sur le site amélie.fr, qui est le site de l'assurance maladie. Vous y retrouverez toutes les dernières informations et surtout, vous pourrez y suivre notre actualité. Donc, Christelle va vous mettre tout de suite à disposition le lien vers le questionnaire de satisfaction. Je vous demande de cliquer dessus, s'il vous plaît, et de l'ouvrir. Il restera ouvert quelque part sur votre ordinateur. Vous pourrez, d'ici quelques secondes, commencer à le compléter et finalement nous le valider, s'il vous plaît. Donc, écoutez, merci encore à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour l'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Vous serez avertis en temps réel de tous nos nouveaux contenus qui seront publiés. Voilà, encore merci à tous. Merci à mes collègues de m'avoir accompagné aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. Une bonne journée à tous. Je rebondis sur les propos de ma collègue Karima. N'oubliez pas de répondre au questionnaire de satisfaction et bien sûr nous soumettre de nouvelles idées par rapport aux futurs webinaires qui vont alimenter, je l'espère, notre avenir dans le cadre de nouvelles suggestions, de nouveaux propos qu'on sera à même de pouvoir vous apporter autour de la gestion de vos salariés, autour de votre activité RH. Vous souhaitant une bonne continuation à tous. Alors, juste avant de partir, on vous invite à participer à notre futur webinaire qui sera consacré plutôt à la DSN et surtout à mieux comprendre votre tableau de bord. Donc, n'hésitez pas, il se présentera à quelle date, mes chers collègues? Le 17 février, je crois. 17 février. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire nombreux afin qu'on puisse tout vous expliquer et que ça puisse peut-être vous paraître un peu plus clair par rapport à tout ça. Voilà.